Olivier Braic, directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Alors ce mercredi, vous avez signé une convention avec Horizon. L'association aura pour mission de veiller à la qualité et à la sécurité de la prise en charge des patients. Comment cela va se traduire concrètement sur le terrain ? En fait, plus que de veiller, qui est de la responsabilité de l'ARS, c'est surtout d'accompagner les structures et les professionnels de santé, que ce soit à la fois dans le secteur hospitalier, dans le secteur libéral et dans le médico-social, pour améliorer la qualité dans les différentes structures. Et concrètement, c'est quand se déroulent ce qu'on appelle des événements indésirables dans la prise en charge des patients, c'est comment, en lien avec les professionnels de santé, analyser ces événements, en tirer ce qu'on appelle en faire un retour d'expérience et faire un plan d'action pour améliorer le processus de prise en charge. Que ça concerne à la fois le secteur hospitalier, le secteur médico-social, parce que vous savez qu'on a tout un tas de structures médico-sociales qu'on est en train de développer sur l'île, et aussi le secteur libéral. Donc c'est vraiment dans un esprit d'accompagnement des professionnels de santé sur l'île. Alors c'est 200 000 euros que l'ARS Oui. débourse pour ce projet, pour améliorer la qualité de la prise en charge. Est-ce que cela signifie qu'il y a beaucoup trop de plaintes ? Combien de plaintes, par exemple, vous avez reçues en 2022 ? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai mis en place cette structure sur l'île, c'est pas lié à un nombre de plaintes. C'est qu'en fait, Mayotte ne disposait pas, contrairement aux autres régions en France, de cette structure. Mayotte était encore le dernier département français à ne pas avoir cette structure d'appui auprès des professionnels de santé. Donc c'est pas lié, j'allais dire, à un curseur, enfin un nombre trop élevé de plaintes. En revanche, c'est une vraie volonté d'accompagner et d'améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge sur l'île, parce que, et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, l'ARS ambitionne aussi de développer l'offre de soins sur le territoire, mais ce développement de l'offre de soins ne doit pas se faire au détriment de la qualité et de la sécurité des prises en charge. En tout cas, je pense que les Mahorais seront ravis. En tout cas, ça donne de l'espoir parce que les urgences à Mayotte, aussi bien au CHM que dans les centres périphériques, la qualité des services laisse à désirer. Plusieurs heures d'attente, un personnel jugé désagréable. Avez-vous connaissance de tout cela ? Est-ce que la pénibilité du travail justifie des comportements inappropriés envers les patients ? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, le problème principal de Mayotte, c'est le manque de professionnels de santé et le turnover. Je souhaite quand même saluer ici l'engagement, et je dis pas ça pour faire plaisir, pour faire un bon mot aux professionnels de santé. Je vais régulièrement dans les services du CHM, dans les centres périphériques. Je pense qu'il faut vraiment ici saluer leur engagement au regard des difficultés que connaît l'île et surtout du manque de professionnels de santé. Donc je reviens à ma question, est-ce que justement la pénibilité du travail, le fait qu'ils ne sont pas assez nombreux, est-ce que cela justifie des comportements pareils envers les patients ? Moi, j'ai pas notion, voilà, comment dirais-je, de comportement désagréable ou autre. En revanche, effectivement, leur travail est pénible. Il y a beaucoup de patients et c'est ça qu'il faut qu'on améliore et c'est tout l'enjeu qu'on partage avec le directeur général du CHM. J'ai eu un témoignage d'une dame qui s'est rendue aux urgences, c'était la semaine dernière en Petite-Terre. La dame arrive aux urgences, il est 18h, elle souffre énormément, elle interpelle le personnel, il est déjà 22h, elle n'est pas prise en charge, on lui répond qu'il y a beaucoup plus urgent, c'est un Kwassa qui vient d'arriver, sauf qu'à ce moment-là, la dame est en train de faire une fausse couche. Comment réagissez-vous face à ce genre de situation ? Comment réagir tout simplement ? Comment réagir ? C'est typiquement ce type d'événement qu'il faut qu'on analyse en lien avec la structure que je vous ai indiqué pour voir effectivement. Alors pour le coup, cette situation est très particulière. Il faut analyser à la fois le contexte et voir quelle était la priorité dans les. Le contexte, c'était ça. C'était qu'un Kwassa venait d'arriver et donc il y avait sûrement des passagers qui étaient blessés, je ne sais pas. Mais comment est-ce qu'on peut... C'est la réponse. Il y a beaucoup plus urgent. Un Kwassa vient d'arriver. C'est ça qui interpelle. Est-ce que les Mahorais... Parce qu'il y a une phrase qui revient souvent, qui vient des Mahorais, qui disent qu'ils payent des impôts et ce sont d'autres personnes qui sont prioritaires. Il n'y a pas de priorité. Il y a la priorité, en tout cas pour les soignants. Moi, je suis pas soignant, mais la priorité est toujours une priorité médicale.
Et effectivement, au niveau des urgences, il y a toujours une priorité qui se fait dans les patients. Et cette priorité est toujours une priorité médicale et jamais une priorité en fonction de l'origine du patient. Que ce soit à Mayotte, à La Réunion ou à Paris. C'est toujours le principe de base de l'éthique et de la prise en charge médicale. Mais tant que la personne n'a pas été auscultée, on ne peut pas savoir si c'est une urgence. Une personne qui arrive aux urgences, qui vous interpelle, qui vous dit « je souffre énormément », il y a plus urgent alors qu'elle n'a même pas été consultée encore. Moi, je comprends la souffrance évidemment de cette patiente. Je ne connais pas le dossier médical, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est compliqué C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est difficile de me prononcer sur un cas, sur un cas particulier. Alors, la priorité est aussi donnée apparemment concerne les Evacen, la priorité est surtout donnée aux non-assurés. Beaucoup de Mahorais sont obligés d'aller se soigner à l'extérieur, à côté, à La Réunion ou en métropole, à leurs frais. Est-ce que vous comprenez le ras-le-bol des Mahorais? Est-ce que c'est justifié? Dans les Evacen, le nombre d'Evacen, par exemple en 2022, quelle est la part des assurés et la part des non-assurés? Alors, la question des Evacen est effectivement un sujet majeur et très sensible sur lui. Enfin, dès que je suis arrivé, on m'a de suite parlé des Evacen. Et c'est la raison pour laquelle je me suis très vite enquéré du sujet. Et donc là, depuis janvier, j'ai mis une mission dédiée pour améliorer justement le processus des évacuations sanitaires. Pour répondre à votre question, en 2022, il y a eu un peu plus de 1500 évacuations sanitaires depuis Mayotte. Et parmi, c'est un peu plus, hein, c'est 1591 précisément patients. Et parmi ces 1591 patients, il y avait 63% d'affiliés sociaux. Donc on voit bien que globalement, dans ce qu'on appelle la file active des patients sur Mayotte, on est toujours à 60% d'affiliés sociaux et 40% de non-affiliés sociaux. Donc on voit bien que le chiffre que je vous annonce dans le cadre des Evacen reflète en fait tout simplement le pourcentage de patients entre le ratio entre affiliés et non affiliés. Mais ça ne reflète pas en tout cas le ressenti Exactement. des Mahorais. Exactement. Et donc il y a ce sujet du ressenti. Des assurés sociaux en tout cas. Des assurés sociaux. Et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on améliore. Hier, j'ai fait une réunion avec les représentants justement des professionnels de santé. Et il y a plusieurs sujets sur la question des Evacen pour améliorer les Evacen. Un, il y a le sujet de coordination des acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. On va pas rentrer trop dans le détail, mais il y a énormément d'acteurs. Et au fur et à mesure qu'il y a plus d'acteurs, il y a une perte d'information. Et donc, le patient, dans tout ce processus, se sent un peu perdu. Donc, il y a vraiment un enjeu d'avoir une idée de guichet unique et de parcours de soins et de santé, et que ce patient, de Mayotte jusqu'à La Réunion, et quand il est hébergé, parce qu'il y a aussi un suivi d'hébergement à La Réunion, que ce patient puisse être suivi tout au long de son parcours de santé, et s'il a le moins de problèmes, qu'il puisse avoir une personne contact. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et ça, le point que vous évoquez, qui fait que il y a une incompréhension notamment de la population, c'est que les professionnels de santé, notamment libéraux, méconnaissent aussi le processus des évacuations sanitaires. Je m'en suis rendu compte hier quand j'ai fait le point avec ces professionnels. Donc il y a vraiment un sujet aussi de communication auprès des professionnels de santé, notamment le libéral, pour améliorer ces Evacen. Toute la population de Mayotte a droit évidemment à des évacuations sanitaires, et le processus entre guillemets de sélection des évacuations sanitaires, c'est toujours un processus médical. C'est vraiment sur une notion médicale. Et juste pour vous donner un chiffre qui est pas totalement, j'ai pas le chiffre exact, mais sur le nombre de refus d'évacuation sanitaire, il est extrêmement faible. Je crois que c'est de 3 ou 4% par rapport à la totalité des 1500 que je vous ai évoqués. Donc c'est quoi la raison de ces refus principalement ? Principalement, c'est qu'en fait la filière de soins existe déjà sur Mayotte, donc il n'y a pas besoin d'évacuer la personne sur d'autres territoires. Alors, mais aussi sur ce sujet, excusez-moi, mais c'est important parce que sur le sujet du refus, il faut qu'on améliore ça, et puis il faut que le professionnel qui est de santé pour lequel je vois refuser un dossier d'évacuation sanitaire puisse défendre son dossier dans cette commission. Alors, Mayotte vit une importante crise de l'eau. Finir l'année s'annonce très compliqué en matière d'hygiène. Le risque sanitaire est important. Qu'avez-vous prévu pour faire face à cette pénurie ? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a deux sujets différents qui nous arrivent, en fait. Jusqu'à présent, il y avait un problème de production. Et c'est la raison pour laquelle on a régulièrement des tours d'eau. Là, maintenant, on a un autre problème, qui est un problème de ressources. Et en fait, Mayotte, dans le cadre malheureusement du changement climatique,
fait face à un aléa naturel hors du commun. Et tous les Mahorais et la Mahoraise l'ont bien vu. Il n'a pas pu pendant cette pluie. Donc on a un sujet de ressources. Et donc c'est la raison pour laquelle le préfet hier a réuni tous les services de l'État pour qu'on puisse commencer à réfléchir et à anticiper sur cette problématique de l'eau. Et dans ce cadre-là, évidemment, l'ARS... Ce n'est pas un peu trop tard pour réfléchir, anticiper? Ça fait déjà depuis janvier qu'on en parle, hein. Alors mais c'est ce que je vous dis, parce qu'il y a deux sujets différents. Jusqu'à présent, c'était un problème de production. En janvier et février, on pouvait encore espérer, enfin c'est quand même les deux gros mois de l'année où il pleut, on pouvait espérer avoir de la pluie. Là maintenant, au mois de mars, on est à la fin de la saison de pluie. Il a effectivement pas plu en février, et c'est là effectivement où il faut que des mesures nouvelles soient mises en œuvre. Nous, côté ARS, effectivement, le sujet, ça va être auprès du préfet, d'appuyer le préfet sur tout ce qui est recommandations sanitaires, hygiène, maintenir l'hygiène courante pour éviter tout risque de maladies complémentaires sur le territoire. Alors en 2022, 10 732 bébés sont nés à Mayotte, soit 110 bébés de plus qu'en 2021. Chaque année, on assiste à un véritable baby-boom. Dans les années 90, il y avait une campagne de limitation de naissance, le 1, 2, 3 basse. Et aujourd'hui, que faites-vous pour justement, quelle politique menez-vous en place pour limiter les naissances? Parce que clairement, on n'en voit pas pour l'instant. Alors, ce sujet, effectivement, le sujet de la natalité est un sujet très important, avec les défis importants tels que vous avez évoqués. Et l'ARS doit prendre parti dans cette politique de natalité. Sachant que la politique de maîtrise de la natalité est beaucoup plus globale, mais l'ARS doit prendre part dans cette mission. Et concrètement, quelle va être sa mission? Ça va être de renforcer la promotion et l'accès à la contraception. Contraception tant masculine que féminine. Et donc, à titre d'exemple, notamment, il faut qu'on développe drastiquement et qu'on diversifie les points d'accès pour la contraception masculine et l'accès aux préservatifs. On va aussi développer en lien avec le rectorat, on va sensibiliser les jeunes à la contraception, à la santé sexuelle, et ça dès le collège. L'idée, c'est d'avoir une politique beaucoup plus structurante dès le collège sur la question de la contraception. On a aussi un sujet qu'on va mener en lien avec les PMI, en lien avec les sages-femmes et en lien avec le CHM, d'information des jeunes mères, et notamment pour, alors j'aime pas trop ce terme, mais c'est vraiment le terme médical, pour leur proposer une stérilisation, donc une ligature des trompes, très concrètement. Ça aussi, il faut qu'on puisse le développer. Et puis, il y a aussi l'accès aux premières consultations de contraception, que ce soit en lien avec les sages-femmes et en lien avec les PMI. Donc c'est tout ce package d'accès et de promotion de la contraception que l'ARS va apporter dans cette maîtrise de la natalité et qui doit se faire en lien avec les collectivités territoriales, les services de l'État et le rectorat. C'est l'INSEE qui le dit, la majorité des mamans, des femmes qui mettent des bébés au monde sont de nationalité étrangère, viennent des Comores essentiellement. Donc, est-ce que vous pensez que la campagne que vous mènerez ici aura un impact? Parce que souvent, elles arrivent la veille et accouchent le lendemain. Alors, c'est pour ça que je vais être assez transparent, vous savez, assez cash, si vous me permettez l'expression. C'est pour ça aussi qu'il faut que nous, on modifie notre communication. Jusqu'à présent, ces 2 ou 3 dernières années, on avait lancé une campagne de communication sur la contraception et qui effectivement n'est pas percutante, je le dis très très clairement, hein, pour cette catégorie de population. Et donc c'est la raison pour laquelle, dès cette année, on est en train de modifier notre communication plus largement sur la question de la contraception. J'ai une toute dernière question. Selon nos informations, on sait que Mayotte est un désert médical. Certains spécialistes arrivent 3 ou 4 mois à Mayotte, touchent par mois jusqu'à 30 000 ou voire même 40 000 euros, repartent pour repostuler encore derrière. Donc toujours en mission, donc de façon temporaire. Est-ce que votre système n'encourage pas ce désert médical ? Non, et c'est pour ça que donc, le sujet de l'attractivité, c'est vraiment la priorité de l'ARS. Et je souhaite engager ce qu'on appelle un choc d'attractivité pour faire venir des professionnels de santé, tant dans le secteur hospitalier, mais aussi, il ne faut pas oublier le secteur libéral. Il faut absolument que chaque Mahorais et chaque Mahoraise puisse disposer d'un cabinet médical, j'allais dire dans les 4 coins de l'île. Ça me paraît vraiment fondamental. Et donc, c'est la raison pour laquelle
je souhaite lancer ce choc d'attractivité qui se concrétise par la mise en place d'une agence de recrutement que le ministre de la Santé a inaugurée au mois de décembre dernier. Et cette agence de recrutement qui est assez novateur, c'est la première fois qu'on met ça en France, avec un objectif de faire venir des professionnels de santé, tant pour l'hôpital, mais aussi et surtout pour le secteur libéral. Ensuite, l'ARS est en train de lancer une grande campagne de communication pour faire connaître Mayotte, pour faire connaître le développement du système de santé à Mayotte. Donc il y aura une grande campagne de communication qui va être lancée au niveau national. On a un enjeu aussi de formation, mais peut-être qu'on en parlera dans une autre malheureusement, les 15 minutes occasion. Voilà, ce choc d'attractivité que je souhaite, j'en ai parlé au ministre François Braun, doit avoir lieu dans les prochains mois sur Mayotte pour faire venir des professionnels de santé sur Mayotte. C'est indispensable. Merci beaucoup Olivier Braic. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence régionale de santé.